Bonjour à toutes et à tous et merci de votre assiduité aux différentes propositions de réflexion dans le cadre de notre été philosophique, consacré aujourd'hui à l'examen du sujet le cogito amoureux. Le cogito est un être soi qui pense l'autre et les autres êtres, le monde et autrui, et qui se pense aussi lui-même, en vue de distinguer le vrai du faux et le bien du mal, mais aussi le beau du laid, en exerçant sa raison, qui forme et articule des idées claires et distinctes. Alors qu'être amoureux, c'est le fait pour un être soi d'éprouver un sentiment qui s'origine dans une émotion pour devenir désir et même passion parfois, et qui lui fait préférer et même élire un autre soi que soi, un alter ego donc, en désirant s'en faire accepter, reconnaître et aimer à son tour, pour s'en rapprocher et même fusionner avec lui, de corps, de cœur et d'esprit, et ne plus faire qu'un de deux, ou encore deux en un. Dès lors, ne peut-on pas penser qu'il est dommageable et même tout simplement impossible pour le cogito d'être réellement amoureux, en ce que la rencontre et l'expérience amoureuse, en mettant le soi dans tous ses états sensibles, viennent troubler, brouiller, chaotiser le bel ordonnancement, le cosmos de ses chères pensées par la confusion des sentiments, à tel point que le cogito serait légitimé à redouter et donc à fuir un tel état pathologique pour ne plus dépendre que de sa propre logique et même pour s'auto-fonder en échappant à l'emprise d'un éventuel objet de son désir. La tradition philosophique ne fait-elle pas, d'ailleurs pour l'essentiel, de la sensibilité amoureuse l'ennemie la plus redoutable de la recherche rationnelle de la vérité et raisonnable du bien, et du cogito maître de soi, l'une des principales figures du théâtre, du monde et des hommes. Cependant, l'ouverture sensible de l'être soi à l'autre être, le monde et surtout autrui, alter ego, n'est-elle pas première, non seulement de fait, l'âge de sensibilité ne précède-t-il pas l'âge de raison, mais aussi première en droit, en ce que le regard aimant d'autrui, le désir qu'il a de moi, non seulement me confirme, mais surtout me constitue dans mon être singulier, comme sujet, comme ego cogito, donc dans la satisfaction qu'autrui accorde alors à mon désir de reconnaissance, ce qui non seulement prédispose, mais aussi oblige le cogito à désirer et même à vouloir de toutes ses énergies faire l'expérience de l'état amoureux, duquel chacun d'entre nous semble bien désormais faire dépendre l'essentiel de sa propre existence, en y cherchant la justification première et dernière de sa vie singulière. Alors, quelle place le cogito, c'est-à-dire chacun d'entre nous, quand il s'essaie à penser la vie et sa vie, peut-il et doit-il faire ou non à la rencontre et à l'expérience amoureuse, pour tâcher d'accomplir au mieux cette même vie, la sienne
mais aussi celle des autres, dans leur rapport entre eux et au monde. Ne semble-t-il pas, en effet, en un premier temps, que le cogito puisse et même doive se méfier de l'état amoureux, jusqu'à vouloir se retirer du commerce du monde et surtout d'autrui. Le cogito n'est pas seulement le mode d'être d'un être qui pense, un esprit ou un être pour soi, comme on dit en philosophie. Disons l'homme ici. C'est aussi et surtout l'exercice actif de cette capacité de penser en première personne, je, ego, cogito, personne singulière qui se fait alors l'origine et le fondement, le principe et donc le sujet, l'auteur de ses pensées et ainsi de ses paroles et de ses actions en formant, distinguant et articulant et formulant méthodiquement des idées claires et distinctes, à la recherche de la vérité et du bien. Cette discipline de la disposition de l'homme à la personnalité réfléchie, selon Kant, lui procure la conscience de soi et la confiance en soi, dans lesquels chaque homme puise la certitude de son être singulier, voire la justification de sa propre existence. Ce dont la fameuse formule de Descartes dans ses méditations métaphysiques constitue l'expression exemplaire. Je cite, je pense, donc je suis, c'est-à-dire, finalement, je suis maître de moi et par là, potentiellement, maître du monde et d'autrui, en vue de fonder une vie bonne, heureuse car véridique et libre. Mais n'est-ce pas précisément une telle assurance dans la maîtrise de soi, mais aussi du monde, dont autrui, que la rencontre amoureuse vient troubler, menacer et même ruiner, comme l'on dit aujourd'hui. En effet, la rencontre et l'expérience amoureuse, l'avènement et l'événement de l'amour consistent en une véritable invasion d'un cogito jusque-là sûr de lui et dominateur par des impressions du corps et des émotions du cœur, des percepts et des affects dont cogito n'est pas le maître et encore moins l'origine et le fondement, puisque ce sont là des intrus qui viennent du monde et d'autrui et qui menacent de prendre la citadelle de son fort intérieur en affolant les gardiennes qu'en sont les idées claires et distinctes, qui commencent alors sérieusement à se brouiller et à battre en retraite, attend par là même une défaite assurée. Cogito n'est dès lors plus maître en sa propre demeure, et si coup de foudre il y a, il risque bien de devenir rapidement un coup de grâce. Le cogito finissant par succomber au charme puissant de ce qui devient alors rapidement l'objet de son désir tourmenté, ce que signifie l'inévitable dépêche en provenance du front, cogito est tombé amoureux. Cette expérience est trop commune et donc connue pour que l'on y insiste ici, si ce n'est quand même pour ajouter que le pire vient peut-être d'un amour réussi plutôt qu'échoué, puisque alors le penseur peut se satisfaire complaisamment de sa propre défaite dans l'abandon
de son difficile art de penser contre le mol oreiller du désir et du sentiment satisfait, comme le figure Marcel Proust dans Un amour de Swann, où Swann tombe amoureux d'Odette, une coquette semi-mondaine dont l'inconstance et la frivolité les installent dans une relation médiocre. L'amour que Swann porte à Odette, pourtant insatisfait d'être déçu, puis rapidement tourmenté d'être jaloux, le rendant intellectuellement stérile, en lui faisant abandonner l'écriture de l'étude sur Vermeer qu'il avait commencée avant sa rencontre d'Odette, et qu'il ne reprendra que bien après, lors du processus de décristallisation de cet amour. Cogito ne peut et doit-il pas alors, pour éviter une telle extrémité, potentiellement suicidaire, non seulement éviter tout objet du monde, notamment autrui, dont il pourrait tomber amoureux, mais aussi travailler en soi-même à maîtriser et même à éradiquer la source d'un tel mal, c'est-à-dire son désir lui-même, Eros, donc, comme semble le signifier la sagesse antique et classique en appelant à l'indépendance, à l'autonomie et même à la souveraineté d'un soi qui ne dépende plus alors que de soi, jusqu'au renoncement à autrui par vœu de chasteté. N'est-ce pas ce à quoi nous appelle Platon dans le banquet, notamment en établissant que le véritable amour n'est pas l'amour tourmenté des beautés sensibles et périssables, mais l'amour apollinien, apaisant, de l'idée intelligible et éternelle de la beauté pure, sans aller jusqu'à une telle extrémité métaphysique. N'est-ce pas ce que chacun d'entre nous, petits hommes physiques, pense pouvoir et même devoir faire, en décidant, suite à une ou plusieurs déceptions amoureuses, ou même réussites, donc, que l'on ne l'y reprendra plus, qu'il ne se laissera plus remettre dans un tel état lamentable de déroute de soi. Bref, que plus jamais ça. Si amour il peut et doit encore y avoir, n'est-ce pas amour de soi-même, qui peut aller de l'égotisme, amour esthétique de soi, jusqu'à l'égologie et l'égophilie, étude et amour de soi, mais alors trop égocentrique pour être à la hauteur de l'exhortation socratique « Connais-toi toi-même, certes, mais dans et par un examen rationnel de tes rapports au monde et une conduite raisonnable dans tes rapports avec les autres. » Soit, mais n'est-ce pas là une représentation illusoire et même fausse du cogito? Peut-on ainsi réduire la pensée à la seule raison? Et une attitude pour le moins inopérante, peut-on décider efficacement de ne pas ou ne plus être amoureux? Illusion pour le moins dangereuse et donc illégitime. Cogito ne fait-il pas ainsi violence au monde et à autrui? Autrui qui aime Cogito peut-être, mais aussi violence à lui-même finalement, en s'automutilant de son propre désir.
Ne semble-t-il pas alors en un deuxième temps que le cogito non seulement puisse, mais aussi doive être amoureux, ne serait-ce que pour être réellement assuré de soi comme sujet singulier, ce qui ne se peut qu'en étant reconnu et surtout aimé comme tel par autrui, un alter ego, un autre sujet, un autre cogito. Donc, comment ne pas voir tout d'abord que la prétention du cogito de s'auto-instituer en rupture avec la certitude sensible que chacun a du monde et d'autrui, et cela en accordant crédit qu'à la seule certitude intelligible de la raison pure, eh bien qu'une telle prétention relève précisément d'une illusion métaphysique qui lui fait prendre à cogito ses serres idées pour la réalité. Si l'âge de sensibilité précède bien l'âge de raison, comment ne pas accorder droit de cité jusque dans le fort intérieur du cogito lui-même, aux percepts et affects, aux impressions et émotions dont la vivacité et l'intensité confèrent à l'homme l'assurance de sa propre existence, bien plus et bien mieux que la clarté et la distinction d'idées abstraites et donc abstruses et même absconses de la raison pure, la véritable formule du cogito devenant alors je sens, donc j'existe, comme y insiste puissamment le romantisme après Rousseau, qui fonde l'amour sur la reconnaissance sentimentale égale et réciproque des amants. Mais si l'âge de sensibilité non seulement précède, mais aussi règle l'âge de raison, ou si le sentiment commande en l'homme à l'entendement et au jugement, comment ne pas mettre la rencontre et l'expérience amoureuse à l'origine et au fondement, et donc au principe même de l'existence humaine et même mondaine, et donc du cogito soi-même. En effet, l'amour révèle à chacun l'existence insistante et l'essence la plus intime des autres êtres comme de soi-même, dans ce qu'ils ont de meilleur, comme y insiste Jean-Luc Marion dans Le phénomène érotique, tous ces êtres étant alors reliés par un puissant désir de reconnaissance et de jouissance mutuelle, selon la logique des affinités électives, dit Goethe, qui préside aux amours humaines, elles-mêmes variantes du sentiment océanique d'un universel amour de toutes choses, selon d'infinies et subtiles correspondances, dit Baudelaire, que seul peut saisir l'amant poète, comme chez Platon dans le Phèdre, où l'intensité et la volupté du coup de foudre extrait l'amant de sa médiocrité individuelle et habituelle pour l'élever à la jouissance extatique d'un amour cosmique, dionysiaque ou enivrant. Ainsi, non seulement le cogito est structurellement ouvert par sa sensibilité à la rencontre amoureuse, mais il peut et doit cultiver cette ouverture en une discipline de l'écoute de tous les bruits qui lui viennent du monde et qui sont autant de signes à l'adresse de son désir de reconnaissance.
sans la satisfaction duquel il ne saurait être lui-même, ni se reconnaître à son tour comme être singulier, dont le sens de l'existence réside précisément dans son lien aimant ou aimanté à autrui comme à toute chose. Dès lors, l'impératif catégorique ou le commandement absolu ne saurait plus être l'austère et apollinien connais-toi toi-même de notre premier moment, mais l'enthousiaste et dionysiaque appel du grand large. Aime et pense et dit et fait ce que voudra, comme nous y exhorte Rabelais, la philosophie elle-même devenant alors ivresse de l'amour, euphémisée selon une universelle altérologie et haltérophilie, ou étude et amour de l'autre, dans laquelle la philosophie elle-même va assez souvent aujourd'hui jusqu'à se détourner de son propre cogito comme relevant d'une illusion logocentrique. Soit, mais n'est-ce pas là une nouvelle illusion physique cette fois, et non plus métaphysique, qui, en accordant trop à la rencontre et à l'expérience amoureuse, fait courir non seulement le cogito amoureux à la perte de soi, mais aussi conduit autrui et même le monde à l'abîme de la confusion généralisée des sentiments et autres pulsions. En un troisième et dernier temps, donc, si être amoureux est bien un moment essentiel, voire l'un des fondements de l'être soi du cogito, mais aussi d'autrui et même du monde, n'est-ce pas sous condition que la dimension sensible de l'amour soit reprise, acceptée et reconnue, certes, mais aussi instruite et éduquée par ce même cogito, en soi-même et en autrui, en référence à l'intelligible, aux idées du beau, du vrai et du bien. S'il faut bien tout d'abord reconnaître effectivement qu'un cogito sans amour risque d'être vide ou vain, comme en notre premier moment, comment ne pas admettre aussi, réciproquement, qu'un amour sans cogito ne peut qu'être aveugle, comme en notre deuxième moment, surtout lorsque cet amour est essentiellement, voire exclusivement sensible, jusqu'à se vivre passionnellement, et qu'il prétend, cet amour, constituer à lui seul le fondement du cogito, du sujet pensant, sentant, parlant et agissant, tout comme le fondement de la totalité des rapports interpersonnels, mais aussi de l'existence collective, sociale et politique des hommes, comme dans l'optimisme communautarien multiculturel d'aujourd'hui, et même le fondement de l'entière substance de toute chose humaine et mondaine, jusqu'aux plantes et aux pierres elles-mêmes, comme dans l'écologisme pan-érotique actuel. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici à quelles extrémités meurtrières et suicidaires peut conduire un tel état amoureux, surtout quand le cogito lui-même non seulement y consent, mais le recherche et le cultive avec constance et complaisance, comme nous en instruit la littérature,
qui met en scène une telle expérience alors légitimement qualifiée d'amour fou et dont la véritable formule serait non pas j'aime donc j'existe, mais bien plutôt je suis aimé ou je cherche désespérément à me faire aimer, donc je vis intensément. Tellement le désir de reconnaissance de soi s'y exalte alors en passion captatrice du désir d'autrui. Le cogito peut donc s'estimer heureux, dit Épicure, s'il se sort sans trop de dommages d'un tel état amoureux, s'il s'y est complaisamment laissé entraîner, ou l'a lui-même imprudemment sollicité et suscité, ce qui nécessite dans tous les cas une éducation sentimentale, sensuelle et sexuelle de la sensibilité amoureuse par un cogito raisonnable, c'est-à-dire non plus sûr de lui et dominateur, comme en notre premier moment, mais un cogito devenu plus modeste du fait de son ouverture à son propre désir comme à celui d'autrui, et qui n'en demeure pas moins résolu à éviter sa propre dissolution, même orgiastique, comme celle de tout le reste, comme cela était le risque en notre deuxième moment. Cela même nécessite une reprise de soi par soi, et même contre soi, ce qui est le sens propre de la réflexivité du cogito, pour prendre conscience de et confiance en ce qu'il y a en soi-même d'estimable et même d'aimable, pour l'identifier et l'aimer chez autrui, et donc en devenir réellement amoureux, et pour le meilleur plutôt que pour le pire, enfin autant que faire se peut. N'est-ce pas là, enfin, le sens vrai du cogito socratique, l'impératif de se connaître soi-même, appelant chacun d'entre nous à éviter à la fois de réduire le monde à soi, comme en notre premier moment, et de se perdre soi-même dans le monde, comme en notre deuxième moment, et cela grâce à la médiation d'un amour réglé par la philosophie, selon Platon dans le Phèdre, qui appelle les amants et les amis à conjoindre les plaisirs des sens, les joies du cœur et les bonheurs de l'esprit, pour les faire s'élever amoureux, et même s'élever à l'amour, en rendant ensemble leur amour toujours plus vrai, plus beau, et donc meilleur, pour eux-mêmes comme pour les autres. Le véritable amour platonique n'étant pas l'amour des seules idées, mais aussi l'amour des âmes, rendues belles par leur désir éros des idées, âmes belles qui à leur tour rendent beaux les corps qu'elles habitent en les animant, en leur insufflant la vie spirituelle. Le grand amour n'est-il pas cet amour sage et non pas l'amour fou, c'est-à-dire un amour non pas tièdement mitigeur et encore moins ravageusement destructeur, mais un amour résolument, passionnément et non pas passionnellement fécond, instituteur de cosmos, d'ordre en chacun des amants et dans le monde qui les entoure. Seule, me semble-t-il, une telle érotique cosmétique de la connaissance de soi, d'autrui et du monde
est susceptible de procurer, comme par surcroît, une véritable reconnaissance et réelle puissance et jouissance d'être au monde et avec autrui, sans même qu'une entière, voire une quelconque réciprocité ne soit attendue et encore moins exigée, car aimer est plus grand et non seulement plus fort, comme le dit la chanson, que d'être aimé. L'amant qui se sait solitaire, au fond, se révélant finalement comme étant le plus solidaire des hommes, comme y insiste Jean-Luc Marion, je cite, de l'amant qu'il s'avance ou se risque le premier. Concluant, il semble donc bien qu'il ne faut pas se détourner de toute expérience amoureuse, sous prétexte que la confusion des sentiments risque alors de brouiller ces chères idées claires et distinctes, et pour mieux s'autofonder dans la certitude intime de soi, jusqu'à renoncer à son propre désir érotique et faire vœu de chasteté, sinon d'humilité et de pauvreté, pour lui préférer l'amitié, privée ou publique, comme étant plus apaisée et féconde. Cogito ne peut ignorer, en effet, que la finitude et la pluralité de la condition humaine l'ouvrent à autrui sur le mode de ce même désir érotique, dont il espère la satisfaction, non seulement de la jouissance physique, mais aussi, et sans doute surtout, de son désir de reconnaissance symbolique de soi, comme être subjectif, singulier, doué d'une infinie dignité. Mais si l'amour peut être un puissant facteur de civilisation collective, en adoucissant les mœurs, ainsi que de moralisation personnelle, en attendrissant les cœurs, l'expérience la plus commune et sa représentation littéraire la plus constante nous montrent, aujourd'hui notamment, que l'amour peut aussi se révéler comme un puissant fauteur de violence, aussi bien physique que symbolique, là aussi, et donc ramener les hommes du cosmos au chaos, en désymbolisant ou désublimant leur rapport privé comme public, jusqu'à une décivilisation collective et une démoralisation personnelle, administrant une souffrance d'autant plus insondable et insoutenable qu'elle devient de plus en plus secrète, d'être muette dans des histoires d'amour sans parole, de plus en plus brutale, d'être sans langue partagée, comme tant d'autres expériences humaines ne trouvent plus aujourd'hui à se dire ailleurs que dans l'obscénité sans pudeur des coming out, des réalités choses et autres téléréalités, ou, plus radicalement encore, dans l'explosion sans discours de passions ressentimentales, individuelles ou collectives, et dans les deux cas, au nom d'un droit à la reconnaissance revendiqué comme étant sans délai ni limite, comme y insiste et le critique un auteur américain contemporain, Alan Bloom, dans L'amour et l'amitié. Pour combattre ces désunions ou ces déliaisons dangereuses, n'est-il pas de plus en plus urgent de refonder nos amours, tout comme nos amitiés, sur la vertu symbolique réciproque et donc sur la volonté de connaissance théorétique du vrai et du bien comme du beau,
plutôt que de les laisser, nos amours et nos amitiés, au seul égoïsme, même partagé, de l'intérêt technique pour l'utile et du plaisir pragmatique pour l'agréable, en leur redonnant à nos amours et à nos amitiés la parole réfléchie qu'elles méritent et même nécessitent pour s'accomplir vraiment. Une parole qui soit alors dialogale, intersubjective, sans doute, mais aussi et surtout une parole auto-réfléchie, intrasubjective, puisque pour parler avec elle ou avec lui, comme y appelle le film, il faut bien d'abord se parler, et même se bien parler à soi-même, sinon que vais-je lui dire? Ce qui, finalement, constitue la définition la plus vraie du cogito, qui est, selon Platon, dans le Sophiste, je cite, le dialogue intime et silencieux de l'âme avec elle-même. Fin de citation. À l'écart de la vanité de l'actuel vacarme communicationnel prétendument démocratique et bienfaisant. Cogito se trouverait ainsi, et dans le même mouvement, reconduit à lui-même et réouvert à autrui, dans la claire résolution de combattre le nihilisme qui gagne désormais nos esprits, nos cœurs et nos corps, pour féconder toujours plus et mieux ses rapports au monde, à autrui et à soi-même. Ne devient-il pas alors, et enfin, de plus en plus urgent de se ressouvenir aujourd'hui de l'antique et classique enseignement d'une telle sagesse, mais aussi justice de l'amour, qui devrait nous être comme une invitation au voyage vers là où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, comme nous y appelle Baudelaire donc. Je vous remercie de votre ô combien patiente attention et vous dis à la prochaine fois si vous le voulez bien.